Alors bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un rappel, mais qu'il est vraiment indispensable de bien avoir en tête si on veut bien comprendre tout ce qui concerne les changements de base et les matrices de passage. Et ce rappel, c'est comment est-ce qu'on fait matriciellement pour exprimer les coordonnées d'une famille de vecteurs dans une base d'un espace vectoriel. Alors dit comme ça paraît un petit peu obscur et peut-être un peu compliqué. Vous allez voir, en fait, la logique est extrêmement simple, comme on va le voir. Alors avant que je vous donne la formule générale dans un espace vectoriel quelconque de dimension n, je vais d'abord partir d'un exemple que vous connaissez bien, c'est l'espace vectoriel R2, c'est-à-dire en fait tout simplement le plan. Le plan, le voici, c'est R2, voilà, c'est tout le plan qu'on a ici. On est bien en dimension 2, évidemment. Là, vous avez un premier axe de réel qui est ici, qui est l'axe des abscisses. Là, vous avez l'axe des ordonnées, etc. Bon, on est dans le plan, ok? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une base quelconque de R2. Par exemple, j'ai qu'à prendre E1, E2 que voici. E1, E2, la famille de vecteurs E1, E2, c'est bien une base de R2. C'est-à-dire, comme vous le savez, que c'est une famille qui est libre et génératrice. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous renvoie aux vidéos précédentes de cours de première année là-dessus. Donc là, la famille B qui est ici, la famille E1, E2, c'est une base de R2. Ok? Attention, c'est bien une base, ça n'est pas du tout la base. Faut faire très attention à ça. R2, il a une infinité de bases, évidemment. Là, j'ai pris E1 et E2 comme ça, j'aurais pu les prendre absolument n'importe comment. C'est-à-dire que E1, il aurait pu faire comme ça, E2, il aurait pu faire comme ça. On s'en fiche du moment que ça forme une famille libre et génératrice. C'est bon, il n'y a pas de problème. À vrai dire, comme vous le savez sans doute, comme là, on est en dimension 2, il suffit simplement d'avoir une famille ici de deux vecteurs qui soient libres pour que ça forme une base de R2. Bon, mais ce n'est pas le sujet. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe si maintenant je prends un vecteur de R2, comme ceci. Voilà, là j'ai pris ce vecteur U en bleu, c'est bien un vecteur de R2, il appartient bien au plan, il n'y a pas de problème. Et il se trouve que ce vecteur U, je peux tout à fait, du coup, l'exprimer dans la base E1, E2. Et comment est-ce qu'on fait ça? On dit tout simplement que U, dans la base E1, E2, il a des coordonnées. C'est-à-dire que vous voyez, là, en fait, U, qu'est-ce que c'est par rapport à E1 et E2? Comment est-ce qu'il s'écrit? Il s'écrit, en fait, c'est une fois E1 et plus 1, 2, plus 2 fois E2. Vous voyez, si vous faites E1 plus 2 fois E2, on tombe bien sur le vecteur U. Ça, c'est ce qu'on appelle la relation de Chasles. C'est-à-dire que ça s'écrit comme ça. Le vecteur U qui est ici s'écrit une fois E1, plus 2 fois E2, plus 2 fois E2. Voilà. Et donc, les nombres qui sont ici, 1 et 2, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle les coordonnées du vecteur U dans la base E1, E2. Ça, le 1 et le 2 qui sont ici, c'est les coordonnées de U, là, dans la base B, qui est juste la base E1, E2. Et le truc, c'est qu'en mathématiques, on a un outil bien particulier qui est super utile, justement, pour recenser de façon hyper claire et précise les coordonnées d'un vecteur dans une base bien particulière. Et ça, c'est tout simplement les matrices. Et plus particulièrement les matrices colonnes, lorsqu'il s'agit de vecteurs tout simples. Et voilà à quoi ça ressemble. Là, le vecteur U qui est ici, dans la base B, dans la base B, il s'écrit exactement comme ça, comme un vecteur colonne, comme une matrice colonne, avec deux éléments à l'intérieur, parce qu'il y a bien évidemment deux coordonnées. La première coordonnée, le premier nombre qui est ici, le 1 qui est là, c'est la coordonnée par rapport à E1. Et la deuxième coordonnée qui est ici, le deuxième nombre qui est ici, c'est justement la deuxième coordonnée de U, mais par rapport, du coup, au deuxième élément de la base qui est E2. Donc le 1 qui est là, c'est le 1 qui est là. Le 2 qui est ici, c'est le 2 qui est là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors on va prendre un deuxième exemple avec le vecteur V que je viens de dessiner ici. Alors V, là, dans la base E1, E2, comment est-ce qu'il s'exprime? Il s'exprime, alors on le voit, on a l'impression que c'est 1, 2 fois E1 et 1, 2, 2 fois E2. Donc en fait, V, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois E1 plus 2 fois E2. Donc voilà le vecteur V qui est là, dans la base E1, E2. Ses coordonnées, elles sont juste là et là. C'est 2 et 2. Et donc, dans la base E1, E2, le vecteur V, comment est-ce qu'il s'écrit? Il s'écrit comme ça, 2, 2. Alors le premier 2, qu'est-ce que c'est? C'est celui-là, c'est la coordonnée de V par rapport à E1, Et le deuxième 2 qui est là, en revanche, lui, c'est ce 2 qui est là, c'est la coordonnée de V par rapport à E2. Et donc le résultat, exactement comme pour ici, c'est un vecteur colonne. Mais le truc, c'est que là, vous voyez, on a pris 1 et 2 vecteurs, on les a pris de façon
individuels chacun de leur côté et à chaque fois, on a exprimé leur matrice colonne associée, ok, comme s'ils étaient bien séparés, etc. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut étudier et faire carrément la matrice de la famille de vecteurs UV. Et qu'est-ce que c'est que cette matrice-là? En fait, c'est tout simplement ce vecteur colonne-là associé à celui-là. Vous allez voir, c'est super simple. C'est-à-dire que maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est la famille F qui est composée de ces deux vecteurs U et V. Donc, je m'intéresse plus simplement au vecteur U et au vecteur V. Je m'intéresse maintenant à la famille de vecteurs U et V. Donc à l'intérieur, il y a deux vecteurs. Et exactement suivant la même logique que là et là, où j'avais fait du coup la matrice de U et la matrice de V dans la base E1, E2, je peux faire la matrice de cette famille de vecteurs U et V. Et qu'est-ce que ça va être cette matrice? Ça va tout simplement être cette matrice F, cette matrice carrée. Et pourquoi? Alors là, il faut bien lire et bien comprendre ce qui se passe ici. En fait, là, cette matrice F, déjà, elle a deux colonnes. Si elle a deux colonnes, voyez, elle a cette colonne-là et cette colonne-là. Et ça veut dire qu'il y a bien deux vecteurs qui sont exprimés grâce à cette matrice. En fait, la première colonne qui est ici, c'est la colonne qui est associée au vecteur U. C'est exactement la matrice colonne qui est juste ici. Vous voyez, cette colonne qui est là, c'est tout simplement la colonne qui est là. La colonne qu'on a répertoriée ici, c'est la colonne qui est associée au vecteur U. Et la colonne qui est là, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le vecteur colonne qui était ici, c'est le vecteur V de 2. Donc là, la colonne qui est là, c'est bien le vecteur V dont on a recensé les coordonnées dans la base E1, E2. Donc là, en fait, quand vous voyez une matrice comme ça, une matrice qui est une matrice d'une famille de vecteurs, comment est-ce qu'il faut lire, comment est-ce qu'il faut comprendre? En fait, il faut se dire, là, les colonnes que j'ai, c'est des colonnes qui sont associées à des vecteurs, là j'ai un vecteur, là j'ai aussi un autre vecteur, mais dans une base bien particulière. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce que j'ai, c'est que j'ai recensé les coordonnées de U et les coordonnées de V par rapport à E1 et par rapport à E2. C'est ça ce qu'il faut se dire. Les colonnes, il faut les lire comme étant associées à des vecteurs, et si jamais on les conjugue avec les lignes, là on comprend vraiment toute la logique. En fait, là le 1 qui est ici, qu'est-ce que c'est? C'est la coordonnée de U par rapport à E1. Là le 2 qui est là, qu'est-ce que c'est? C'est la coordonnée de U, du vecteur U, par rapport à E2. Exactement comme ce qu'on avait fait ici. Là maintenant, qu'est-ce que c'est le 2 qui est là? C'est la coordonnée de V, de ce vecteur V, par rapport à E1, le 2 qui est là, c'est la coordonnée de V par rapport à E2. C'est aussi simple que ça. En fait, là, la matrice de cette famille de vecteurs, ça n'est ni plus ni moins que le recensement des coordonnées de nos vecteurs, là, des vecteurs U et V, mais dans une base bien particulière, là, dans la base E1, E2. Alors là, vous voyez que du coup, on est face à une matrice qui est carrée parce qu'on a pris deux vecteurs, donc il va y avoir deux colonnes, et on est dans un espace vectoriel de dimension 2. Donc on va avoir deux lignes. D'ailleurs, ça c'est super important. Quand vous voyez que vous avez deux lignes, ça veut dire que vos vecteurs, à chaque fois, ils ont deux coordonnées. Vous avez deux coordonnées, une par rapport à 1, une par rapport à E2. Donc si vous avez deux coordonnées, ça veut dire nécessairement que vous êtes dans un espace vectoriel de dimension 2. Et là, comme on a deux colonnes, on comprend que ça veut dire qu'il y a nécessairement deux vecteurs. Deux colonnes, deux vecteurs, deux lignes, dimension 2. Voilà. Le nombre de colonnes d'une matrice, c'est le nombre de vecteurs qu'il y a dans votre famille. Et le nombre de lignes, là, ça va indiquer la dimension de l'espace vectoriel où vous êtes. Là, j'ai une ligne, deux lignes parce que nécessairement, chacun de mes vecteurs a deux coordonnées par rapport à E1 et E2. Si j'ai deux coordonnées, c'est-à-dire qu'en fait, je suis dans une base là de E1, E2. C'est-à-dire que j'ai deux vecteurs dans ma base. C'est-à-dire que je suis en dimension 2. Donc je disais, là, on est face à une matrice qui du coup est carrée parce que j'ai pris une famille là de deux vecteurs dans un espace vectoriel de dimension 2 qui est R2. Donc voilà, on a 2 par 2, on est face à une matrice carrée. Mais on peut tout à fait avoir une matrice qui n'est absolument pas carrée. Rien ne nous oblige à avoir une matrice carrée. Parce que maintenant, regardez, qu'est-ce qui se passe si j'ajoute en plus de U et V à cette famille-là? Je vais ajouter aussi le vecteur W. Alors le vecteur W, on voit que par rapport à E1 et E2, comment est-ce qu'il s'exprime? Alors la coordonnée par rapport à E1, c'est -1 et par rapport à E2, c'est 2. Donc W, comment est-ce qu'il s'écrit? Il s'écrit -1 fois E1 plus 2 fois E2. Donc on va directement écrire sa matrice colonne.
Voilà, W, il s'écrit comme ça, -1, 2, dans la base E1, E2. Là, c'est la coordonnée de W par rapport à E1, ok? Et là, le 2 qui est là, 1, 2, c'est la coordonnée de W par rapport à E2. Et alors maintenant, si je ne m'intéresse plus simplement à la famille F, UV, mais la famille F, UV, W, alors là, on va atterrir sur une nouvelle matrice. On va atterrir là-dessus. C'est-à-dire que là, on est face maintenant à la famille UVW, ok? Et la matrice associée, qu'est-ce que c'est? Là, c'est plus une matrice carrée. C'est plus une matrice carrée parce que j'ai une famille de 3 vecteurs, j'ai U, V et W, ok? Et je suis dans un espace à 2 dimensions, donc j'ai 2 lignes nécessairement, mais j'ai 3 colonnes. Et la dernière colonne, la troisième colonne qui est ici, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la colonne des coordonnées du vecteur W, ok? Qui est juste ici. Mais le vecteur est juste là, d'ailleurs, c'est -1, 2. Et ben voilà, il est juste ici. Là, j'ai recensé les coordonnées du vecteur W dans la base E1, E2. Et donc, on arrive face à cette matrice-là. Bon, là, j'ai un peu tout entouré en rouge. Bien évidemment, il faudrait enlever les E1, les E2, les UW, etc. On aurait juste 1, 2, -1, 2, 2, 2, 2, là, machin. Mais en tout cas, on tomberait sur cette matrice-là. Et cette matrice-là, F, c'est bien la matrice de cette famille de vecteurs-là dans la base E1, E2. Alors maintenant, je vais prendre un exemple dans R3 pour essayer de bien illustrer ce principe-là d'exprimer matriciellement les coordonnées de vecteurs dans une base. Donc là, cette fois-ci, on est dans R3, on est en dimension 3, ok? Donc c'est comme si on avait le plan plus vous voyez, une dimension de profondeur, voilà, qu'on a représenté juste ici là, avec les pointillés. On transperce vraiment le plan. Et je vais prendre une base de R3, E1, E2, E3. Voilà, comme ceci. Bon, ça ressemble quand même beaucoup à la base canonique de R3, ok? E1, E2, E3 qui sont juste là. Voilà, on est bien face à une famille de 3 vecteurs qui est libre, donc nécessairement c'est une base de R3 puisqu'on est en dimension 3. Et alors là maintenant, je prends le vecteur U que voici. Alors je l'ai représenté en pointillé parce qu'en fait, il part derrière notre plan. Donc en fait, il transperce le plan, il part, vous voyez, un peu comme ça, l'attaque, il part derrière. Exactement au même titre que cette droite là qui est ici, quand elle dépasse le plan, elle devient des pointillés, ça se passe derrière, ok? Bon, et là, on va dire qu'en fait, le vecteur U qui est là, en fait, c'est coordonné dans E1, E2, E3. Alors, qu'est-ce que ça a l'air d'être? En fait, on va dire que c'est une fois E1, vous voyez, donc c'est une fois E1, plus 2 fois E2 et moins 2 fois E3. On le fait à vue, c'est pas du tout important les valeurs exactes. Donc voilà, le vecteur U qui est ici, comment il s'exprime dans la base B, E1, E2, E3? Il s'exprime comme ça, une fois E1, voilà, une fois E1, plus 2 fois E2, 1, 2, et plus moins 2 fois E3, ok? Et donc les coordonnées de U dans la base B, c'est 1, 2, moins 2. Voilà, 1, 2, moins 2, c'est bien les coordonnées de U dans la base B, E1, E2, E3. Et donc, on va pouvoir faire la matrice de ce vecteur U. Et qu'est-ce que ça va être? Ça va bien évidemment être une matrice colonne. Et U s'écrit donc comme ça, 1, 2, moins 2. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez là en revanche qu'on a bien 3 lignes. Tout à l'heure, on avait 2 lignes parce qu'on était en dimension 2. Il y avait 2 coordonnées à chaque fois pour n'importe lesquelles des vecteurs qui appartenaient à R2. Là, on est en dimension 3, on est dans R3, nécessairement, on a 3 lignes. On a 3 lignes pour n'importe quel vecteur parce que nécessairement, n'importe quel vecteur de R3 a 3 coordonnées par rapport à E1, E2 et E3. Donc là, c'est 1, 2 et moins 2. Et bien dans cet ordre-là, parce que l'ordre des vecteurs de la base, c'est bien E1, E2, E3. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un deuxième vecteur. Je vais prendre le vecteur V que voici. Et là, on va dire qu'en gros, il fait une fois E1, moins une fois E2 et plus 0 fois E3. C'est-à-dire que là, il est vraiment collé au plan. Il ne va pas dans cette direction-là. Voilà, il reste vraiment sur le plan. Donc là, on peut directement écrire la matrice colonne associée au vecteur V. Et ce serait en gros ça, à vue d'œil. C'est une unité par là, parce qu'en fait, on a une fois E1, moins une fois E2, plus 0 fois E3. Et là maintenant, si jamais maintenant, on ne s'intéresse plus simplement au vecteur, là, U et V pris individuellement, mais aussi on s'intéresse maintenant à la famille de vecteurs UV. Donc voilà, on s'intéresse à cette famille-là, et bien on va pouvoir faire la matrice de cette famille-là dans la base B. Et cette matrice, la voici. Qu'est-ce que c'est encore une fois? C'est tout simplement une matrice qui recense les coordonnées de U et de V, c'est-à-dire les coordonnées des vecteurs de la famille qu'on a ici, dans la base E1, E2. La première colonne qui est ici, c'est la colonne qui est associée au vecteur U. Voilà, cette colonne-là, c'est bien la colonne associée à U. Et la deuxième colonne qui est ici, c'est la colonne qui recense les coordonnées du vecteur V, ok? Mais bien évidemment, à chaque fois, dans la base E1, E2,
E3. Là, vous avez 3 lignes parce que vous êtes en dimension 3. À chaque fois, tous vos vecteurs vont avoir 3 coordonnées et vous avez 2 colonnes. Pourquoi il y a 2 colonnes? Tout simplement parce que vous avez pris une famille de 2 vecteurs. Donc là, vous voyez que on n'est pas face à une matrice carrée, mais pas pour la même raison que tout à l'heure. La dernière fois, vous vous souvenez, on avait la famille UVW, donc on avait 3 colonnes parce qu'on avait 3 vecteurs et on était en dimension 2, on n'avait que 2 lignes. Donc 2 lignes, ça veut dire qu'on est en dimension 2, 3 colonnes, ça voulait dire tout à l'heure qu'on avait 3 vecteurs. Ici, on a 2 colonnes, ça veut dire qu'on a 2 vecteurs et on a 3 lignes, ça veut dire nécessairement qu'il y a 3 coordonnées à chaque fois pour tous les vecteurs, ça veut dire qu'on est en dimension 3, on est dans R3. Voyez. Alors maintenant qu'on a vu la dimension 2, la dimension 3 et une famille de 2 vecteurs, une famille de 3 vecteurs, etc., on va pouvoir passer au cas général, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend un espace vectoriel de dimension n, absolument quelconque, ok, et on va prendre cette fois-ci une famille de p vecteurs absolument quelconque. C'est-à-dire que là, j'ai pris 2 vecteurs simplement, je pourrais en prendre 50. Si je prenais 50 vecteurs, qu'est-ce qui se passerait? J'aurais tout simplement 50 colonnes. Bon là, si je restais dans R3, j'aurais simplement 3 lignes. Mais imaginons maintenant, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Si jamais je prends P vecteurs et que je suis dans un espace vectoriel de dimension n, ce qui va se passer nécessairement, c'est que mon nombre de colonnes va être égal à P, je vais avoir P colonnes puisque je vais avoir P vecteurs. Et combien est-ce que je vais avoir de lignes? Je vais en avoir n puisque je serai dans un espace vectoriel de dimension n. Et donc ça voudra dire tout simplement que chacun de mes vecteurs a n coordonnées à chaque fois. C'est aussi simple que ça. Alors c'est parti pour le cas général. Alors ce qu'on va faire d'abord, comme on le disait, c'est qu'on va prendre E, un espace vectoriel de dimension n. Bien sûr, n appartient à n étoiles. Je vais prendre B, là, E1, E2 jusqu'à En, qui est une base de E. Vous vous souvenez exactement comme tout à l'heure, on avait pris E1, E2, c'était une base de R2, E1, E2, E3, c'était une base de R3. Là, on est en dimension n, on va prendre n vecteurs, ok. Donc ça, attention, bien évidemment, c'est une famille libre et génératrice de E. Encore une fois, là, comme on a une famille de n vecteurs de E, il suffit simplement de vérifier que cette famille, elle est libre, puisque E est de dimension n, pour prouver que cette famille est une base. Bon, peu importe. Et je vais prendre une famille F de P vecteurs de E. Voilà, j'ai avec bien sûr P qui est un entier naturel non nul, donc j'ai U1, U2 jusqu'à UP. Donc là, on se souvient dans les exemples précédents, dans R2, on avait pris 3 vecteurs à la fin, dans R3, on avait pris 2 vecteurs. Là, je prends carrément une famille de P vecteurs. Et là, je le précise, on s'en fiche, mais complètement, de savoir si P est plus grand ou plus petit que N. Mais on s'en fiche, mais d'une force, vous imaginez pas. Par exemple, quand on a traité le cas de R2, on avait pris une famille de 3 vecteurs. Voilà, on avait dépassé la dimension. Et puis dans le cas de R3, on avait pris une famille simplement de 2 vecteurs. Donc là, on était inférieur à la dimension. Donc vraiment, on s'en fiche de savoir là si P est supérieur ou inférieur à N. On s'en fiche complètement. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir, mais qu'est-ce que ça va faire du coup la matrice de F, la matrice de cette famille de vecteurs dans la base B qui est juste là. Vous allez voir, la logique est exactement la même. Alors déjà, on va arriver à une matrice qui a cette tête-là. Alors là, il ne faut pas en avoir peur, il faut juste regarder un petit peu ce qui se passe et ce que c'est. Là, on voit qu'on a déjà des A avec des indices en dessous. Là, tous les A qui sont ici, ce sont tout simplement des nombres réels, exactement comme la dernière fois. Voilà, ça s'écrit comme ça. Là, tous les AIJ, là, c'est des nombres réels. Alors là, j'ai marqué que I appartient à un N et que J appartient à un P. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Parce que le I qui est là, alors il se balade entre 1 et N. Le I, qu'est-ce que c'est? On s'en souvient, c'est l'indice de la ligne. C'est l'indice de la ligne du coefficient qui est ici. Et là, vous voyez bien qu'on se balade entre 1, 2, 3, etc. et n. Là, toutes les lignes, tous les coefficients qui sont là, tous les premiers coefficients, ils se baladent bien entre 1 et n. Pourquoi? Tout simplement parce que là, on est bien en dimension n. Donc, on a n lignes. Ensuite, le J qui est ici, lui, il se balade entre 1 et P. D'ailleurs, on le voit bien partout, là, sur toutes les lignes. Vous voyez bien que là, le deuxième indice, là, il se balade entre 1, 2, 3, etc. jusqu'à P. Là aussi, de 1, 2 jusqu'à P, de 1, 2 jusqu'à P. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez P colonnes, parce que vous êtes face à une famille de P vecteurs. Et donc là, on se dit, OK, tout ça, c'est des nombres réels, exactement comme tout à l'heure. Mais alors, qu'est-ce que ça représente? C'est parce que c'est quand même ça le plus important. C'est que là, ce qu'on a, ce sont toutes les coordonnées des vecteurs U1, U2 jusqu'à UP recensés dans la base E1, E2 jusqu'à En. C'est-à-dire, par exemple, que la première colonne qui est ici et que je viens d'entourer en rouge, cette colonne-là, en fait, ce sont les coordonnées de U1
dans la base E1, E2, etc., E3 jusqu'à En. Ça, cette colonne-là, quelle information est-ce qu'elle nous donne? Elle nous dit, cette colonne, que U1, c'est égal à ce nombre-là, c'est-à-dire A11, là dans la matrice, fois E1, plus A21 fois E2, plus etc., plus AN1 fois En, tout simplement. Voilà, si on devait l'écrire comme ça en ligne, ça donnerait ceci. U1, le vecteur qui est juste ici, le premier vecteur de ma famille, bah, il s'écrit A11, le nombre qui est juste ici, ok, fois E1, plus A21 fois E2, plus etc., fois AN1 fois En. Et en fait, tous les nombres qui sont ici, A1A, A12, etc., jusqu'à AN1, bah, tous ces nombres-là, qu'est-ce que c'est? Évidemment, ce sont les coordonnées de U1 dans la base E1, E2 jusqu'à En. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a tout simplement pris toutes ces coordonnées et on les a recensées dans cette colonne-là. La colonne qui est ici, c'est la colonne qui recense les coordonnées de U1 dans la base E1, E2 jusqu'à En, exactement comme tout à l'heure on avait vu dans R2 et dans R3. Là, c'est juste que c'est le cas général, donc du coup on a des pointillés, voilà. On n'a plus des nombres réels bien fixés comme tout à l'heure où on avait genre 1, moins 1, 0, etc. Mais c'est exactement la même logique, hein, parce que là c'est des nombres réels ce qu'on a là. C'est juste qu'on leur donne des noms généraux, voilà, et qu'on les indice d'une certaine façon pour bien les repérer dans la matrice. C'est tout, c'est tout. Là, il faut se dire, en fait, c'est exactement comme tout à l'heure. C'est juste qu'on est dans le cas général, on a n lignes et p colonnes. Voilà. Par exemple, là, la dernière colonne, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la colonne, à votre avis, bah, tout simplement, oui, évidemment, c'est la colonne de UP, okay, c'est la colonne du vecteur UP. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette colonne-là? En fait, ce sont les coordonnées de UP dans la base E1, E2 jusqu'à En, tout simplement. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait l'écrire en ligne comme ça. Voilà. UP, le vecteur qui est là, le dernier vecteur là de ma famille de vecteurs, eh ben, il s'écrit A1P fois E1 plus A2P fois E2, etc. jusqu'à plus ANP fois En. Là, tous les nombres qui sont ici et que j'entoure en rouge, eh ben, ces nombres réels-là que j'ai entourés, parce que c'est bien des nombres réels, hein, ok, eh ben, je les ai recensés dans cette colonne-là. Et qu'est-ce que c'est? Encore une fois, ce sont tout simplement les coordonnées, okay, de UP, donc de ce dernier vecteur-là, dans la base E1, E2 jusqu'à En. Et donc là, vous voyez bien qu'on arrive à une matrice nécessairement de dimension quoi? De dimension NP. Parce qu'on a n lignes et p colonnes. Et pourquoi on a n lignes et p colonnes? Les n lignes, c'est parce qu'on est face à un espace vectoriel de dimension n. Donc ça veut dire qu'il va y avoir à chaque fois n coordonnées pour chacun de mes vecteurs. Et pourquoi p colonnes? Parce qu'en fait, on a rangé des coordonnées, mais de p vecteurs. On a p vecteurs, donc on a p colonnes, et on a n lignes, parce qu'on est dans un espace vectoriel de dimension n. Donc on a une base, là, ici, de dimension n. Et donc, à chaque fois, chacun de mes vecteurs a bien n coordonnées. Donc ça, vraiment, faites attention, c'est pas du tout forcément une matrice carrée, hein, vraiment pas. Ça peut être une matrice de dimension 2, 50, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Et ça, c'est vraiment mais fondamental de bien comprendre ça, de bien comprendre comment est-ce qu'on fait matriciellement pour exprimer les coordonnées d'une famille de vecteurs dans une base d'un espace vectoriel. Donc je disais, ça c'est fondamental pour pouvoir comprendre la logique et le dynamisme qu'il y a dans les changements de base et les matrices de passage. Parce que ça, c'est au cœur même des matrices de passage justement, et donc des changements de base. Voilà, c'est tout pour ce rappel.